Bah déjà, merci beaucoup Cyril de nous partager ton expérience. C'est top, surtout une expérience réussie. Parce que des gens qui ont investi en Thaïlande, j'en connais beaucoup, tu en connais beaucoup. Des gens qui gagnent de l'argent dans l'immobilier, il y en a déjà beaucoup moins. On va toucher maintenant au sujet croustillant qui est les arnaques en Thaïlande. Les arnaques en Thaïlande. Alors, je vais vous parler de différents cas que j'ai pu entendre, que j'ai pu constater de la part de personnes qui ont essayé ou fait des opérations sur des terrains en Thaïlande et qui sont repartis plumés, ou qui sont toujours là mais plumés. Donc on va vous parler des 3 cas les plus communs, si je puis dire, de personnes qui y ont laissé des plumes. Le cas le plus connu, c'est un homme occidental qui arrive et qui n'a pas trop de succès auprès des femmes en Europe et qui arrive en Thaïlande et qui du coup rencontre le carton plein. Il tombe amoureux d'une femme qu'il rencontre dans un bar lorsqu'il boit sa petite bière Chang ou Léo, c'est au choix. Et l'amour sincère et véritable apparaît et la personne a envie de prendre en charge financièrement cette personne afin qu'elle ne travaille plus dans son établissement nocturne. Du coup, je caricature, mais c'est parfois ce qui se passe. C'est parfois même souvent, par rapport à la suite que je vais vous dire. Du coup, cette personne, donc cette fille, la plupart du temps en question, va du coup convaincre le petit ami ou le mari, si elle a réussi à aller jusqu'au bout, parce que parfois certains se marient ou d'autres sont juste en couple, et donc ils ont envie d'acheter une villa, et donc de devenir propriétaire d'un terrain. Sauf que, effectivement, pourquoi passer par un avocat quand ma petite copine qui travaille à l'établissement nocturne du coin peut me conseiller sur le cadre légal de mon investissement. Et donc du coup cette personne vient à effectuer une opération d'achat de terrain et donc c'est globalement la Thaïlandaise qui est propriétaire du terrain et donc faut bien dissocier la personne qui paie et la personne qui est propriétaire du terrain. Donc quand vous mettez à 100% le terrain ou la société qui détient le terrain au nom d'une tierce personne, c'est cette personne qui est propriétaire à 100% du terrain ou de la villa. Il n'y a pas d'histoire de c'est parce que c'est moi qui ai payé que truc que machin. Non. Vous payez, c'est super, tant mieux pour vous, mais si j'achète une villa pour Cyril, c'est Cyril le propriétaire. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai payé que on va partager quoi que ce soit. Donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur et se disent je peux avoir une confiance aveugle en quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas longtemps. Et donc voilà, il y a beaucoup de différences culturelles dans lesquelles on n'aura pas le temps de rentrer en détail dans cette vidéo, mais comprenez que c'est pas parce que vous payez que la villa est à vous. En France, c'est pas du tout la même chose. La personne qui paie le cadastre doit être à son nom, etc. Vous ne pouvez pas payer pour offrir, par exemple, un terrain pour quelqu'un. Vous devez d'abord envoyer l'argent à la personne et c'est la personne qui effectue le virement et c'est elle qui est propriétaire du cadastre. D'ailleurs, le cadastre en Thaïlande, on appelle ça un chanot. C'est le titre de propriété. Donc sur le chanot, il va être marqué en thaïlandais le nom du propriétaire. Donc typiquement la personne te dit voilà, oui c'est ton nom sur le chanot, ou alors c'est mon nom sur le chanot. Si vous parlez pas thaïlandais, si vous ne lisez pas le thaïlandais, vous mettez une petite photo avec Google Translate et vous traduisez le nom qui est dessus. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous payez un terrain que le terrain est à vous, et donc si vous payez et que vous mettez le nom du terrain auprès d'une autre personne, ça appartient à quelqu'un d'autre. C'est tout. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette analyse? Non, on peut être propriétaire d'une villa en tant qu'étranger, donc c'est possible que la copine ait le terrain et le copain ou le mari ait la villa. Mais dans tous les cas, si la copine décide de se séparer du copain et de lui la mettre à l'envers, elle peut lui interdire l'accès à sa propre villa. Donc autant dire que le copain il a plus rien du tout. Et après c'est aussi la Thaïlande est un pays protectionniste. Quand on est étranger ici, on doit respecter les lois, on se met pas en priorité. On respecte leur culture et on s'adapte à eux. S'il y a un cas de cour ou une Thaï et un étranger se fâche, c'est en principe la Thaï qui a toutes ses chances de gagner. Et simplement aussi parce que, comme tu l'as dit, son nom est sur le chanot et c'est impossible d'avoir un nom d'étranger sur un chanot. Donc de toute façon, à partir de là, je crois que la discussion, elle est terminée. Voilà. C'est ça. Petite spécificité pour les personnes qui se marient, si vous achetez avec une entreprise, par exemple, un terrain sur lequel vous faites construire une villa,
Si vous vous séparez, la réalité c'est que la priorité reviendra à la thaïlandaise sur le terrain, donc les actifs seront séparés, mais en priorité ce sera le terrain et la villa qui seront remises à la personne qui est thaïlandaise, pour la simple et bonne raison que justement il y a ces lois où les propriétaires ne peuvent pas être propriétaires du terrain et donc de la villa directement ou indirectement. Donc la seule possibilité, même pas, c'est de faire, je sais pas comment on dit en français, prenuptial agreement, un accord prénuptial. Je sais pas comment on dit en français, mais en gros, avant de vous marier, vous écrivez sur le contrat, bah voilà, on se marie, mais si on se sépare, bah la personne n'aura rien. Sachez que, du coup, il y aura un problème d'un point de vue légal et la villa reviendra très probablement tout de même à la femme parce que vous ne pouvez pas être propriétaire du terrain. Donc même dans ce cadre-là, la propriété, il y a de fortes chances qu'elle revienne à la personne thaï ou alors potentiellement à vos enfants. Sachez aussi que, ça c'est une petite spécificité, j'ai un ami du coup qui était marié, qui a eu des enfants. Et ses enfants avaient moins de 20 ans. Et ils ne pouvaient pas revendre la villa, parce que les deux parties s'entendaient très bien. La femme ne voulait pas garder la villa. Il y a aussi plein de femmes thaïlandaises qui sont très honnêtes, et qui du coup a dit, viens on vend la villa, et puis du coup on récupère l'argent, puis on sépare l'argent. La réalité c'est que, quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas vendre la villa tant qu'ils n'ont pas jusqu'à 20 ans. Donc du coup la villa, ils ont dû la mettre en location, et se sont partagés les bénéfices. Donc encore heureux, ils s'entendent très bien, mais sachez qu'il y a beaucoup de spécificités par rapport à ça, et même un mariage avec un prenuptial agreement ne viendra pas forcément régler ces soucis. Deuxième type d'arnaque ou de, on va dire, de miscommunication, de problème de communication. Du coup, deuxième problème, c'est, et ça aussi je l'ai entendu à Bali, c'est le fait d'inventer une structure juridique qui n'existe pas. Donc je vous donne encore une fois un exemple concret. Vous avez envie d'acheter un terrain avec votre chérie ou avec un ami thaïlandais. Moi, j'ai un ami thaïlandais qui m'a dit « Si tu veux, viens, on investit ensemble, etc. » Mais bien sûr. Et du coup, le contrat qu'il vous propose est le suivant. Donc, le Thaïlandais ou la Thaïlandaise va devenir propriétaire du terrain complètement et vous allez faire un contrat commercial qui dit que vous allez vous partager les bénéfices. Sachez que c'est absolument interdit. Donc, c'est en France l'équivalent d'un démembrement. Vous avez un propriétaire du terrain et vous avez un usufruitier. C'est celui qui profite des fruits issus de l'investissement, ou alors soit qui vit dedans, ou soit qui récupère une partie des loyers qui sont générés, peu importe. En Thaïlande, c'est interdit. Donc toutes les personnes qui vont trouver des stratagèmes, machin, ça peut marcher sur le court terme. Par contre, dès qu'il y a un souci, c'est vous le fautif. Donc ce n'est pas possible. Et enfin, dernier cas très spécifique qui est quand un développeur ne va pas jusqu'au bout de sa construction. Est-ce que tu peux nous évoquer sur comment se protéger? Qu'est-ce qui se passe déjà si un constructeur ne va pas jusqu'au bout et comment se protéger par rapport à ça? Déjà le problème quand on achète une villa, c'est que très souvent on a affaire à une société. Donc si la société fait faillite, fin de l'histoire. Et ensuite, quand on achète une villa off-plan, donc sur plan, on paye step by step. Ça veut dire qu'à chaque fois que le promoteur construit, on paye. Donc je vous donne un exemple. 30% de réservation, il doit construire les fondations, la structure du ground floor et du toit, et on a un deuxième paiement de 30% qui vient, il fait les murs, les fenêtres, les dalles, on a un paiement de plus qui vient, il s'approche des finitions, on a un paiement de plus qui vient, il fait le transfert du terrain, on a un dernier paiement qui vient. C'est pas toujours dans cet ordre-là, des fois le transfert est fait au début, ça dépend, mais c'est en fait ça l'élément clé pour pas se faire avoir quand on achète une villa, surtout quand on l'achète à un nouveau promoteur immobilier qui a pas trop d'expérience, parce que c'est pas souvent, c'est majoritairement les nouveaux promoteurs qui finissent pas leur projet ou qui ont des problèmes. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est très, 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 très bien pour se défendre de connaître une fois de plus les coûts de construction. Je peux vous donner une petite info clé qui dit déjà beaucoup. C'est quand vous avez une villa qui est murée, qui a ses fenêtres et qui est relativement, on va dire, posée et on va dire construite, mais pas sans finition, sans électrique, sans plomberie, etc. On est à la moitié du temps de construction et on a la moitié des coûts de construction aussi. Donc à ce moment-là, normalement, on ne devrait pas avoir payé plus que 40 ou 50% du prix total de la villa, sachant que il y a aussi une marge de profit pour le promoteur. Donc si vous avez déjà payé la moitié du prix de la villa, c'est qu'il a déjà encaissé la moitié de ses profits. Donc ce qui est bien en fait, c'est de garder autant que possible et donc de négocier très très dur avec le promoteur pour avoir des paiements qui viennent à la fin. Et il y a beaucoup de cas où l'investisseur paye 30% pour réserver la villa. Ensuite, on lui construit ses fondations, alors que les fondations, c'est rien, c'est un trou qu'on remplit d'acier, on remplit du béton, c'est fait en une semaine finito. Et là, il paye de nouveau
20% du prix, et ensuite encore un autre 20% pour le ground floor, et ensuite encore un autre 20% pour la structure du toit, et ensuite il reste 20% de paiement pour terminer la villa, alors qu'il reste 70 ou 80% des coûts. Et ça, c'est très très fréquent, c'est qu'à un moment donné où pour le promoteur, en fait, c'est même plus rentable de construire. C'est-à-dire que s'il a pas mis l'argent de côté que vous lui avez donné au début, les paiements que vous allez lui donner à la fin pour finir la villa vont pas suffire à financer les constructions. Et c'est souvent là qu'on rentre un peu dans des schémas malsains où le promoteur se dit merde, il faut que je vende plus. Il va aller chercher de nouveaux clients pour aller vendre plus de villas, pour reprendre des fonds, pour financer la construction de ce qu'il a pas fini en amont, etc. On peut presque appeler ça un Ponzi. Donc la meilleure façon de se protéger par rapport à ça, c'est vraiment de se renseigner, parler à un expert, parler à quelqu'un qui s'y connaît, quels sont les coûts de construction, combien je devrais avoir payé à telle et telle étape de ma villa pour que, en fait, ce que je donne au promoteur lui permette de financer la construction. Parce que le promoteur, s'il doit faire appel à une banque pour tout payer lui-même, etc., va payer des intérêts, ça va être plus compliqué, ça va lui coûter plus cher, etc. Donc c'est pas forcément l'idéal. Le mieux, c'est quand même de financer les constructions, mais pas plus que les constructions. Là, par exemple, pour la villa à Phuket, j'avais réussi à négocier pour avoir 30% de la livraison de la villa. Donc, quand la villa était complètement terminée et qu'on s'est préparé pour faire le transfert du terrain, on était seulement à 70% de paiement. Et donc, le promoteur avait à peu près, on va dire, admettons une marge de 30% à prendre sur la villa. Eh ben, il la prenait pas tant qu'il n'avait pas livré la villa, qu'il n'avait pas transféré la villa. Donc, on était les deux, on va dire, nos intérêts étaient parfaitement alignés. Et ça, je pense que c'est la cause principale pour laquelle on voit des projets qui sont à moitié construits partout dans la forêt, à Samui, quoi. T'as totalement raison, et je tiens à préciser tout de même que les 30% à la fin, t'as fait une super négo. C'est rare, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Il faut pas prendre ça comme un standard. Ouais, c'est vraiment super intéressant le deal que tu as eu, et il y avait aussi du coup le fait que le propriétaire et le développeur étaient déjà successful avant, qui pouvaient se permettre de faire ça. Donc c'est pour ça qu'il a eu ce super deal. Mais dites-vous que si vous avez entre 20 et 25% de paiement à la remise des clés, c'est déjà super, et ça vous couvre de pas mal de pépins potentiels. C'est vrai. Et globalement, si quelqu'un voulait investir aujourd'hui dans une villa, ou si toi tu devais refaire cet investissement, bon, je suppose que tu le referais les yeux fermés, mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un aujourd'hui qui s'intéresse à l'investissement dans des villas en Thaïlande de manière générale? C'est quoi, à ton avis, la première étape qu'il doit faire? Je vais essayer de rester global, parce que sinon je vais parler pendant 2h30. Mais je pense que déjà, pour couvrir à peu près l'ensemble de ce que je vais dire, il faut avoir une approche extrêmement mathématique, cartésienne, terre à terre. Pas suivre ses émotions, pas se dire je veux une villa qui a une vue mer, qui a des palmiers parce que c'est la Thaïlande. L'intuition, c'est bien dans certains domaines. C'est pas bon dans l'immobilier, dans l'investissement. Il faut vraiment regarder la data. Il y a que ça de vrai, il y a que ça qui va pouvoir vous, on va dire, vous rapprocher du 100% de chance de faire un investissement à succès. Donc la première chose, ce serait juste d'avoir cette approche sur toutes les opérations. La deuxième, c'est de réussir à séparer un peu l'analyse en amont, on va dire, en deux parties, qui serait l'analyse de marché, bien vous renseigner sur qui vous vend, qu'est-ce qu'il vous vend, comment est-ce qu'il vous le vend, qu'est-ce qu'il a construit dans le passé, est-ce que les villas qu'il a faites il y a 20 ans, elles tiennent toujours debout, elles sont toujours impeccables, quels sont les matériaux de construction, est-ce que dans le contrat, il a bien mis la liste de tous les matériaux de construction qu'il va utiliser, ou est-ce que tout à coup, il va arriver et puis me faire des murs de 7 cm d'épais avec des briques qui ont aucune isolation. Il faut être vraiment très clair avec tout ce côté due diligence, et aussi très clair avec le côté market data analysis, qui est combien de villas sont disponibles sur le marché. Quand je vais sur les plateformes de réservation à court terme, est-ce qu'il y a 250 villas de dispo dans cette zone, ou est-ce qu'il n'y en a que quelques-unes? Quels sont les prix? Quel est le potentiel de développement de cette zone? Et ça, vraiment, je recommande d'aller sur des sites comme, je veux dire en français, C9 Hotel Works. Ça, c'est par exemple un consultant immobilier qui donne gratuitement des rapports. Il en sort un tous les mois, tous les 2 mois, je sais pas exactement, c'est sur le site web, c'est des PDF. Et là, vous voyez typiquement les taux d'occupation moyens dans différentes zones. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hôtels en construction? Où est-ce que ça croît? Le nombre d'arrivées à l'aéroport international, et voir que tu es dans une zone en croissance, c'est forcément un avantage. Donc, il y a toute une partie data où, à la fin, ce qu'on va simplement faire, c'est comparer le revenu, le potentiel de revenu locatif et le prix auquel vous achetez la villa. Et ça va à peu près vous donner votre ROI, une estimation. Et de l'autre côté, c'est d'acheter quelque chose de safe. Donc, dans la due diligence, il y a aussi, comme on l'a mentionné, la partie négociation des termes de paiement. Ensuite, pour tout ça, je conseille toujours évidemment de parler à des personnes qui s'y connaissent. Moi, je suis toujours content de répondre à les questions si vous en avez, ou peu importe, peut-être que je peux voir dans les commentaires ou quelque chose si vous avez des questions spécifiques par rapport à tout ce dont on a parlé. S'il y a un point qui manque, je viens volontiers interagir avec vous. Mais le mieux, c'est toujours de parler à des personnes qui ont beaucoup d'expérience et qui savent ce qu'elles font. Et donc, de rester, une fois de plus, pragmatique à fond. Et aussi, un avocat, ça coûte pas très cher en Thaïlande, et ça évite tellement de problèmes.
Il y a ce que les gens disent et il y a la réalité des choses. Il y a beaucoup trop de personnes qui se sont rendues beaucoup trop confortables en Thaïlande et qui respectent pas vraiment les lois, qui achètent des villas avec des sociétés fantômes, aucune activité, des Thai nominees. On voit dans les news des agences, etc., qui se font descendre les unes après les autres parce qu'ils respectent pas les lois thaï. Ça coûte vraiment pas grand chose. Même des fois, le premier appel est gratuit, d'appeler un avocat, de lui dire j'ai envie d'acheter une villa, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est important de vérifier, etc. Faire une petite due diligence, aller avec le papier du terrain vers le land department ou vers l'avocat et s'assurer qu'en fait il y a l'historique du terrain, il est clean, qu'il n'y a pas l'héritier du propriétaire du terrain qui a utilisé ce terrain pour faire un gage et un emprunt à la banque pour s'acheter sa voiture. Donc sinon vous rachetez la dette avec le terrain, donc ça c'est aussi des choses qu'il faut voir. Donc entourez-vous d'experts, faites votre analyse, suivez pas votre intuition mais vraiment les chiffres, sauf si vous êtes déjà un expert. Et payer un avocat, ça représente rien du tout par rapport au coût de l'investissement. Et faire le bon investissement va vous rapporter tellement d'argent que finalement avoir payé un avocat, ça valait 100% la peine. Et surveillez les constructions, venez quand même voir régulièrement. Ou si vous avez quelqu'un qui peut le faire pour vous, au moins demandez des photos régulièrement. Assurez-vous que les matériaux de construction soient les bons et que la villa soit finie en normes légalement. Et puis faites une inspection quand la villa est terminée. La villa, de toute façon, elle est toujours sous garantie, 1, 2, 3 ans, ça dépend de quelle partie de la villa. Mais avoir quelqu'un qui vient et qui fait une analyse complète de tout ce qu'il y a dans la villa, vous assurer que les plomberies ont été faites correctement, qu'il n'y a pas de fuite, que l'isolation est OK, etc., etc. avant de faire votre dernier paiement. Et voilà, je pense qu'on a couvert une bonne grosse partie. Ouais, ça fait beaucoup d'infos. Du coup, ouais, juste... je suis désolé, je non, mais mitraille, c'est très bien, c'est très bien. Et donc, du coup, juste pour spécifier, si vous demandez à des Thaïlandais, du coup, comment ceci ou comment cela, du coup, la dette potentielle sur le terrain, on appelle ça un kai phak. Donc, un kai phak, c'est une hypothèque en thaïlandais. Et du coup, sur la partie inspection de la villa, vous pouvez chercher des entreprises de unit inspection. Et donc du coup, il y en a évidemment dans toutes les provinces. Et donc c'est une entreprise qui vient. Moi, je le fais à chaque fois que j'achète un appart. J'envoie une équipe, ils viennent, ils me remplissent un rapport de 20 pages. Là, par exemple, il y a 162 square meters ici. Ils m'ont rempli 20 pages où il y avait 160 malfaçons. Eh ben, alors que c'est un développeur déjà très 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 élevé. Donc il y a toujours des malfaçons et il est important avant le dernier paiement de faire intervenir une entreprise de unit inspection qui va du coup donner ce document au développeur et lui demander de fixer tous les problèmes avant de détacher le dernier paiement pour la villa. Cyril, merci beaucoup. Merci il y a à toi. beaucoup d'informations. Je pense que là, c'était une formation sur YouTube, très impressionnant. Merci beaucoup. Si tu veux, on laisse ton Instagram aussi avec plaisir. À l'écran si vous souhaitez contacter Cyril, si vous avez des questions. Et une nouvelle fois, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour ton accueil. Dites-nous toujours dans les commentaires si vous avez des expériences à partager dans ce domaine. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.